Merci beaucoup Hélène, merci de l'invitation aujourd'hui, merci de l'organisation de cette journée, merci à toutes les personnes, les étudiantes, les étudiants, les collègues du secrétariat qui l'organisent. Avec toi, c'est vraiment fantastique de pouvoir discuter d'un intérêt de recherche commun, de se retrouver, d'avoir cet espace, donc merci beaucoup. On en a beaucoup parlé de manière interindividuelle, mais en effet, je m'intéresse aux intermédiaires de longue date. En fait, j'avais réalisé mon mémoire de Master 1 sur les intermédiaires à Pondichéry. Et cet intérêt ancien, il trouvait son origine dans deux dynamiques. D'abord, le fait d'être à Pondichéry et d'avoir trouvé toute une série d'archives qui n'avaient pas encore été exploitées et qui portaient la trace de leur action, de leur activité, parfois de leur intimité. Et j'étais inscrite en master au moment de la publication de l'ouvrage Brokered World, dont les différentes communications, ah oui, c'était pour vous situer, Pondichéry et les établissements français de l'Inde, c'est vraiment des tout petits points d'ancrage de la présence française dans l'immense sous-continent indien. Et donc cet ouvrage qui paraît en 2009, qui est largement présenté, et qui est dirigé notamment par Simon Schaffer et qui propose une réflexion sur la manière de définir l'intermédiaire, mais aussi sur la manière dont l'intermédiaire se définit lui-même, et sur les processus de co-construction des savoirs, et pas uniquement sur la manière dont les Européens viennent construire des savoirs ou s'approprier des ressources. Et surtout, l'optique de ce livre, c'était aussi de voir la manière dont l'action des intermédiaires pouvait participer à mettre en relation différentes parties du monde, comment leur entrée en interaction venait permettre à des produits de circuler à l'échelle globale. Intérêt majeur de cet ouvrage, plusieurs contributions portent sur l'Inde, sur le cas du sous-continent indien. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de travaux qui sont intéressés aux intermédiaires sur l'Inde? Parce qu'en effet, ils puisent, bien sûr, ils apportent des éléments nouveaux de réflexion, mais ils puisent aussi dans une historiographie ancienne, qui est indienne ou qui est en langue anglaise. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette longue tradition, c'est publié en 2009, depuis les années 80, comme l'a bien rappelé Hélène, une longue tradition d'études des intermédiaires en Inde, pour deux raisons principales. D'abord, je vous ai mis les références que je trouve les plus significatives sur le rôle et la présence des intermédiaires dans le sous-continent indien. Toute cette historiographie qui s'est construite par couches, elle est venue apporter un nouveau regard aussi sur la société indienne. C'est-à-dire que des années 50 aux années 80, la science sociale qui a un petit peu été dominante dans les sciences sociales de l'étude de l'Inde, c'était l'anthropologie. Et l'anthropologie, comment est-ce qu'elle concevait la société indienne? Elle la concevait sous l'influence de Louis Dumont comme une société holiste, c'est-à-dire comme un espèce d'unité organique fondée sur l'interdépendance entre les castes, où les identités individuelles étaient gommées par les identités de caste et absorbées par elles. Ce qui comptait, c'était la caste comme unité d'appartenance et son lien et son interdépendance avec les autres. Et en fait, ces travaux-là, ils sont venus montrer que les intermédiaires, principalement les marchands, en fait, se construisaient tout à fait des petites fortunes personnelles, étaient capables d'utiliser la caste ou leur action au service de différentes administrations, notamment coloniales, comme un moyen d'ascension sociale personnelle. Et donc, en fait, c'est des travaux qui sont venus réhistoriciser l'approche des castes dans la société indienne. Tous ces travaux, ils ont été rendus possibles par la richesse des corpus documentaires qui existent en Asie. Et on avait fait, tu avais participé, Pierre-Emmanuel, à ce numéro de la revue d'histoire du 19e siècle, qu'on avait appelé, je crois, Registre de savoir dans les empires en Asie. Et on avait beaucoup échangé avec des collègues spécialistes de différents empires en Asie. Et on était vraiment parvenus à la conclusion qu'il y avait cette spécificité de la masse documentaire
dans cette région du monde. Et en puisant dans cette riche documentation, les historiennes et les historiens ont aussi beaucoup travaillé sur les intermédiaires parce qu'il y a en fait une très grande surface, une très grande ampleur des situations de contact et de médiation parce que le sous-continent indien est immense, mais aussi parce que des catégories socio-professionnelles et des castes se sont spécialisées, ont vraiment construit leur spécialisation, pas juste de manière individuelle, auprès des autorités coloniales, puisque là on parle du moment colonial, mais parfois en fait suivant des spécialisations qui étaient engagées bien avant la période coloniale. Et des travaux remarquables là-dessus sont ceux de Rosalind O'Hanlon. Je vous ai mis une de ses nombreuses références. Elle, en fait, elle a travaillé sur des castes de des castes de brahmanes, c'est les castes de sacerdotales, donc les lettrés qui sont engagés aussi dans la transmission et la performance des rituels. Et elle montre qu'en fait, ces castes s'engagent depuis le début de la période moderne dans une spécialisation comme secrétaire, comme scribe, comme expert juridique, au service des dirigeants des États d'abord du Décan, donc c'est les États de la partie centrale de l'Inde méridionale, puis de la Confédération marathe qui vient englober ces États, et puis des officiers coloniaux britanniques à partir du XVIIIe siècle. Et cette position au service de différents ministres, puis dirigeants, puis administrateurs coloniaux, leur permet de transmettre leurs interprétations des textes fondateurs de la législation indienne, leur conception de l'organisation des rapports sociaux, leur conception de leur position socio-rituelle supérieure. Et en outre, ces positions d'intermédiaires privilégiés sont toujours des positions extrêmement lucratives, et c'est ce que montrait vraiment très bien Juliette sur cette question du droit qu'on perçoit quand on va frapper monnaie. Alors, ces acteurs indiens, ils ont été non seulement extrêmement impliqués dans les situations de médiation, mais en outre, ils ont mis en scène leur médiation. Ils ont mis en scène leur intermédiation. C'est ce que Sanjay Subramaniam, dans l'article qu'on a cité toutes les trois, Between a Rock and a Hard Place, dans l'ouvrage Brokered World, appelle de self-fashioning du go-between. D'accord ? Donc la manière de s'auto-représenter, de s'auto-mettre en scène. Et en effet, ça, c'est très connu pour Ananda Rangapillai, qui a écrit en tamoul un journal en 12 volumes. Donc il a été le courtier de Duplex, mais aussi de la compagnie. Il a eu différentes fonctions de manière évolutive. Mais en fait, c'est tout un petit corpus littéraire qui est unique dans l'histoire de la littérature en Inde. Donc lui, il a écrit un journal, mais son neveu a également écrit un journal. Un autre agent de l'administration qui s'appelle Viranaiker, qui est Nainar et dont je vais vous parler, a aussi écrit un journal. Donc il y a eu en fait un petit corpus de journaux de ces intermédiaires indiens au service des Français, dans lesquels, et qui va de pair avec un moment d'inflation des lettres de recommandation et des certificats de bons et loyaux services qui sont demandés aux administrateurs français. Donc il y a un moment comme ça, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, où les intermédiaires se constituent ce petit corpus qui va mettre en scène leur médiation fructueuse, réussie, pour pouvoir patrimonialiser leur fonction, la conserver, la transmettre à leurs descendants, suivant une logique qui s'inscrit à la fois dans une logique de captation d'une ressource et dans une logique qui est propre à la société indienne de transmission héréditaire des charges et des revenus. D'accord ? C'est quelque chose d'interne à la société de caste. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se mettent en scène comme les intermédiaires privilégiés des Français, comme vraiment les héros, tous ceux qui ont favorisé la colonisation française, alors même qu'au final, eux, c'est leur référent, leur modèle littéraire, leur modèle culturel, c'est pas les Français. Et il y a un collègue qui travaille à l'école française d'Extrême-Orient qui a réalisé une thèse, je crois que je vous ai mis la référence, c'est l'avant-dernière, sur le Ananda Rangakampu, qui est un très grand poème que Ananda Rangapillai a fait rédiger pour se mettre en scène. Et en fait, on ne trouve aucune référence aux Français ou à la colonisation. La seule modalité selon laquelle il se met en scène, c'est comme un prince, vraiment en reprenant les codes de la royauté indienne et les codes propres aux élites indiennes,
complètement en dehors du système de référence culturelle français. Et donc ça montre un petit peu ce que présentaient les travaux des subalternes, et en particulier Ranajit Guha, t'en as parlé aussi Hélène, mais sur cette question que finalement la domination coloniale, elle se faisait sans hégémonie, dominance without hégémonie, puisque le modèle conservé par ces élites indiennes, et n'oublions pas que ça reste des élites indiennes avant d'être des intermédiaires au service des Français, ça reste le modèle de la royauté. Alors, cette mise en scène de leur rôle, de leur position, de leur posture privilégiée d'intermédiaire, ça leur permet, on le disait, d'obtenir ou de conserver des fonctions dans un climat qui est un climat de très haute incertitude et de très haute instabilité. Il y a des renversements de fortune, de patronage, des administrateurs qui partent, qui sont rappelés. Et donc, il y a une très forte concurrence pour l'obtention des charges. Tous les travaux montrent les périodes de disgrâce, d'échec, et on croise toutes et tous dans nos archives ces situations d'échec qui sont intéressantes à interroger. Dans le cas des établissements français de l'Inde, le cas de disgrâce le plus connu et que je voulais mentionner puisque vous êtes plusieurs à travailler sur les jésuites ou les missionnaires, c'est le cas de Nanyapa, qui était l'oncle en fait d'Ananda Ranga Pillai, qui a été un des premiers courtiers de la Compagnie des Indes, à un moment où, on l'a vu tout à l'heure au sujet, Juliette mentionnait le fait que il y a les Capucins et les Jésuites, et les Capucins ne voulaient pas des pièces frappées à l'effigie de la divinité. D'accord, il y a une tentative, vraiment au début de la présence française, énorme, de sortir de Pondichéry, qu'une ville indienne, toutes les références à la théologie, à la cosmogonie et au rituel, ils appelaient ça brahmanique, aujourd'hui on dirait hindou. Et il y a une énorme tentative des jésuites de mettre à la place de courtier principal de la compagnie un chrétien. Et donc ça donne lieu à beaucoup de tensions, et finalement le pauvre Nanyapa est emprisonné, ce qui est extrêmement infamant en plus, et il meurt en prison. Voilà. Et donc exemple de chute que je voulais mentionner uniquement en passant. Nanyapa, tous les membres de sa famille, Ananda Ranga Pillai, les différents Tiruvengadam, sont d'abord des courtiers commerciaux, on les voit dans leur correspondance. La compagnie leur demande d'attirer des tisserands pour venir s'installer, faire le commerce des toiles, ils servent d'intermédiaires avec les marchands, etc. Mais, pareil, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis ce matin, en fait, leurs fonctions, elles sont multiples. S'ils ont le titre de courtier de la compagnie, en fait, ils ont vraiment des activités qui se superposent, qui sont poreuses entre elles. Il y a un caractère tout à fait feuilleté de l'action de médiation. Il y a plusieurs propositions de catégorisation qui ont déjà été avancées. Si on veut se concentrer sur le cas de l'Inde des compagnies de commerce, on peut repérer les interprètes. D'ailleurs, le mot pour les désigner, c'est doubache, c'est les hommes des deux langues, c'est là-dessus que j'avais travaillé, et c'est le mot générique qu'on trouve dans les sources pour désigner les intermédiaires, les doubaches. Parce qu'en fait, les Français, ils parlent pas les langues. C'était intéressant dans la présentation de Maxime Boyko ce matin, de voir qu'en fait, des Français partaient pour servir d'interprètes. À Pondichéry, aucun Français n'apprend jamais le tamoul. C'est beaucoup trop compliqué. Donc en fait, sans les intermédiaires indiens, on ne peut rien faire. À un deuxième niveau, on trouve les intermédiaires commerciaux, interlocuteurs des compagnies, des marchands, des maisons de commerce. Un autre niveau, les intermédiaires actifs au service des compagnies, des États coloniaux, dans la prise d'informations qui est nécessaire à la gouvernance coloniale, des espions, des agents diplomatiques, ceux qui négocient l'acquisition de terres ou l'acquisition du droit de frapper monnaie. Des intermédiaires culturels, qui sont des passeurs de savoir, qui sont actifs dans la co-construction de ces savoirs, par exemple l'astronomie, les mathématiques, les connaissances juridiques. Donc ça, on a énormément d'études sur les intermédiaires qui ont traduit tel ou tel texte, etc. Les intermédiaires religieux dont vous parliez, notamment les catéchistes qui participent à la diffusion de la doctrine. Et en fait, à côté de toutes ces catégories d'intermédiaires qui ont bien été étudiées, se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on peut considérer et comment est-ce qu'on peut qualifier tous les agents en fait, qui ont été au service des compagnies ou des États coloniaux. Les receveurs des taxes, les agents de police, les écrivains. En fait, tous ceux qui sont entre deux mondes, qui sont entre deux sociétés, qui participent à la traduction de la compréhension d'une société.
mais qui n'ont pas en fait un rôle actif de passage, de mise en relation, d'investissement dans la transaction. Donc cet espace un petit peu intermédiaire, moi dans le cadre de ma thèse de doctorat, je l'avais considéré comme un espace d'institution intermédiaire. C'est-à-dire d'institutions qui se situent entre les populations locales et l'État colonial, qui constituent un point de contact, une interface entre ces deux pôles. Ce sont des institutions dans le sens où ce sont des instances qui sont normées, qui sont régulées par des règles internes, mais qui ne sont pas forcément engagées dans des situations de transactions actives, d'accord? Et on le voit bien dans le terme même de go-between. Il y a ce go, d'accord? C'est pas des in-between. On n'est pas entre deux. On est go-between. On fait passer. Et donc là, en fait, je voudrais essayer d'interroger aujourd'hui la figure du Naïnar, donc Naïnar, plutôt on prononcerait, de Pondichéry, et d'essayer de voir si c'est un intermédiaire colonial, s'il appartient juste à une institution intermédiaire. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut saisir ces autres agents, ces agents entre deux mondes, mais qui n'ont pas ce rôle actif, identifié et revendiqué de passage. Alors, le Naïnar, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Bon, parce que j'ai déjà commencé à travailler sur lui, mais aussi en fait parce qu'on trouve des mentions depuis le début du XVIIIe siècle. Et moi, j'ai continué à travailler sur lui jusque dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et en fait, c'est une fonction qu'on peut appréhender sur la longue durée. Et c'est quelque chose qui est pas toujours beaucoup fait. On a beaucoup d'études de cas sur les intermédiaires ou une étude sur un moment. Et en fait, il y a un vrai enjeu à essayer de saisir l'évolution d'une fonction, d'une position, d'un type d'agent. Et donc, j'aimerais beaucoup creuser sur cette fonction sur la longue durée pour essayer aussi de replacer cette étude dans les débats sur la professionnalisation des agents d'empire qui a été engagée depuis les années 2000. Voilà, le terme de professionnalisation qui a pu être employé, qui a pu être débattu, et pas forcément, et les collègues l'ont souligné, la bonne manière d'appréhender l'engagement des agents dans les États coloniaux. On peut plutôt penser une évolution, une formalisation des fonctions. Et puis, c'est aussi une manière de penser les carrières familiales. Tu soulignais ça ce matin, Hélène, le fait qu'il y avait des carrières familiales. Pour l'Inde, je le disais, c'est un trait caractéristique de la société de caste. Il y a une spécialisation fonctionnelle et héréditaire. D'accord, c'est ça. Hein. Une caste, c'est une fonction socio-professionnelle héritée et dont on ne sort pas. Et comment est-ce que cette conception d'une fonction héréditaire évolue avec la formalisation des administrations coloniales? Donc le Naïnar, il est aussi appelé prévôt ou grand prévôt dans la documentation française. Le terme Naïnar en tamoul, ça correspond pas à une fonction. C'est un terme honorifique qui est repris du sanskrit pour que ce soit encore plus honorifique et qui veut dire chef ou seigneur. Ça, c'est assez intéressant à mon sens. C'est vraiment une particularité française dans cet espace de contact et de rencontre coloniale. C'est le fait, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, d'avoir pas beaucoup de moyens. D'accord, de pas réussir à organiser les choses, de pas rentrer dans les réseaux de financement, de pas frapper la monnaie à son effigie. Et donc, en fait, pour fonctionner à peu de frais, ils ont cette invention géniale géniale, je le dis de manière ironique, hein, mais donc ça leur coûte rien du tout, mais ils donnent des titres honorifiques à leurs agents. Donc, plusieurs termes qui servent à désigner une fonction, en fait, c'est un terme pour dire le chef, le puissant, le meilleur, et hop, les gens ne sont pas payés. Donc, moi, j'avais étudié ça dans mon mémoire et dans cet article sur les doubaches. Donc le terme pour désigner le courtier en chef de la Compagnie des Indes, c'était le modéliar. Donc le modéliar, pareil, c'est un terme tamoul, c'est-à-dire le meilleur. Là, je constate que le naïnar, c'est-à-dire le chef, ça désigne aucune fonction. C'est un terme qui n'existe pas dans les documents de l'administration anglaise. Hein. Pareil pour le modéliar, c'est que à Pondichéry. Et le troisième titre comme ça très honorifique que j'ai trouvé, pareil, qui est spécifique à Pondichéry, c'est chef des Indiens. Voilà. Donc,
Voilà. Et puis il y a des certificats pour dire qu'on est chef des Indiens. Voilà, donc ça, c'est aussi un mode de gouvernance à la fois des populations et de ces intermédiaires. Donc le Naïnar, en fait, son titre même, il est intéressant pour penser la position des intermédiaires dans ces établissements français. C'est un titre inventé, mais la fonction, c'est une fonction qui existe dans les régimes précoloniaux. Y a eu beaucoup de travaux récemment, depuis les années 2000-2010, sur les policiers, les polices d'empire, l'ordre colonial, notamment des travaux qui ont été engagés par un collègue qui s'appelle Emmanuel Blanchard. Et il propose, dans l'article que je vous ai mis avec Quentin Deluermoz et Joël Glassman, il propose dans cet article de vraiment être attentif et attentive au fait que les polices n'étaient pas des greffes d'institutions qui seraient importées sur le terrain colonial, mais que ce sont des greffes d'institutions sur des institutions vernaculaires qui leur préexistent, et d'examiner la manière dont les polices coloniales s'articulent aux institutions précoloniales. Alors, de quelle continuité est-ce qu'il s'agit ici ? Le Naïnar, c'est une fonction qui émerge au XVIIe siècle dans le Décan et le pays tamoul, c'est-à-dire dans le sud de l'Inde. C'est une fonction qui s'appelle Palayakaran, que vous avez aussi au tableau. En fait, c'est dans le contexte qu'a décrit Juliette de tentatives d'extension de l'empire moghol dans le sud de l'Inde, et en même temps de tentatives des souverains de l'Inde d'étendre leur propre royaume. Enfin, il y a une très forte conflictualité, et des petits chefs guerriers sont employés par les souverains régionaux dans l'administration locale comme gardiens ou pour sécuriser les routes ou les forêts. Et eux-mêmes recrutent et encadrent des gardes armés. Et au XVIIIe siècle, ce sont ces petits chefs qui deviennent les interlocuteurs directs des villages, qui leur demandent, qui leur versent en fait une taxe en échange de leur protection ou de leur surveillance pour le village. C'est une fonction qui est absorbée par les administrations coloniales qui la récupèrent. Et le terme qui est employé en anglais pour désigner cette fonction, il est dérivé d'une autre langue du sud de l'Inde. Et donc, les Anglais disent polygare. Et c'est intéressant, les Anglais, vous savez, occupent à plusieurs reprises Pondichéry. Et donc, lors de la dernière période d'occupation, au moment des guerres révolutionnaires et napoléoniennes entre 1793 et 1816, dans la documentation, ils emploient alternativement le terme de Naïnar et de polygare pour désigner la même personne. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une correspondance de la fonction. Les administrations coloniales, donc, du côté britannique mais aussi du côté français, prennent en charge cette fonction, la rémunèrent de manière mensuelle. Alors à la fin du XVIIIe siècle, ils touchent 25 roupies mensuelles, mais il y a également un mode de rémunération qui est hérité des fonctions de polygare qui préexistaient, avec l'attribution de terres dont ils exploitent les revenus, et avec le fait que l'administration coloniale laisse ses agents percevoir des taxes de manière pas très régulée. On a des plaintes, par exemple des boutiquiers du bazar qui disent « Non mais pourquoi est-ce qu'on doit leur payer une taxe sur le riz ?» Et le Naïnar dit « Si, c'est la tradition. » Donc il y a aussi cette capacité de la part de ces agents intermédiaires à utiliser le langage de la tradition. Ça, je ne l'ai pas mis dans les références bibliographiques, mais c'est un collègue qui s'appelle Eugène Hirschig et qui a écrit un ouvrage qui pour moi est vraiment l'ouvrage fondamental pour penser ces situations de contact. Ça s'appelle Dialogue and History, et il montre comment il y a eu des récupérations discursives, et que la manière de présenter la tradition, côté colonisateur comme côté élite colonisée, ça s'est auto-nourri, ça s'est construit un peu dans le dialogue pour faire valoir des intérêts et des droits. Il touche, par exemple, on voit un règlement de police de 1778, donc c'est quand même assez avancé dans le siècle, qui établit que le Naïnar, il a le droit de toucher une taxe sur les ventes d'esclaves. Parce que vous le savez aussi, Pondichéry a vu transiter des esclaves qui étaient en route pour les Mascareignes. Je vous résume extrêmement vite ces fonctions parce que
parle trop et je voudrais vous présenter quand même les 3 axes des questions que je voudrais poser. En fait, ces fonctions, elles sont très larges et elles sont très lâches. Et c'est caractéristique à la fois des sociétés indiennes avant l'arrivée des Français, des Britanniques, mais en fait, c'est caractéristique aussi des polices d'ancien régime et de la manière dont la police elle continue à fonctionner, à exister jusque dans le 19e siècle. Donc ils gardent cette fonction dont je vous ai parlé pour les Palaikaran de recruter des gardes armés qui sont appelés les pions. Donc voilà, on a plein d'exemples. Il a une fonction d'assistance du lieutenant-juge de police. Donc il surveille l'ordre public, il lui fait des rapports, il fournit la liste des gens qui rentrent, qui sortent, il fait exécuter les ordres. Il mène des enquêtes, il tient la prison de la Chauderie. Donc, j'ai pas le temps de développer sur ce point. Et en fait, voilà, il est vraiment mobilisé pour différentes tâches visant à assurer l'ordre urbain. Et par exemple aussi, lors des périodes de disette, il doit réquisitionner des grains, les distribuer. Alors, voilà, c'est vraiment une fonction très composite. Et la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé de sa fonction dans mon étude sur les conflits sociaux, c'est il a un rôle d'arbitrage des conflits, d'intervention dans les conflits, de prise d'informations, d'aller négocier avec les gens, de faire des rapports au juge de police sur tous les conflits qui agitent la société indienne et sur lesquels je vais revenir tout de suite. Donc, la question ici voilà, qui se pose, c'est est-ce que du coup, c'est un intermédiaire colonial, ce Naïnar. Et j'aimerais vraiment essayer de le saisir à travers une approche située, en l'envisageant pas simplement comme une fonction qui serait le produit de la bureaucratie coloniale qui reprend des formes déjà existantes, mais comme un acteur historique qui a lui-même activement participé à l'évolution d'une fonction et des formes de service de l'État colonial. Alors, ah oui, je vous ai mis... des collègues travaillent actuellement sur les studios photos dans le pays tamoul. Et donc la photographie s'est énormément répandue à la fin du 19e siècle. Et là, j'ai trouvé la photo de ce commissaire de police indien de Pondichéry. Alors, les messieurs que vous voyez pieds nus et torse nu, c'est les pions. Et on les voit représentés comme ça dans les gravures ou dans les petites miniatures de l'époque. Et ensuite, vous voyez, les uniformes sont très importants. Il y a aussi cette forme d'invention de la tradition à destination des intermédiaires sur lesquels on travaillait au Hobsbawm et Ranger. Là, c'est vraiment des éléments extrêmement éclairants sur les uniformes. À Pondichéry, il y a des règlements de police qui interdisent à une catégorie de population d'utiliser le vêtement d'une autre catégorie de population, etc. Donc, le commissaire indien, c'est même pas si caricatural que ça, en fait, hein, comme photographie. On voit, en fait, ses adjoints. Donc, je ne sais pas si le Naïnar, à un moment, obtient une fonction de commissaire, mais faut élucider ce point-là. Mais s'il n'est pas le commissaire, c'est nécessairement l'adjoint qui se situe à la gauche de la photographie. Alors, je vais... Ah oui, et donc les pions, c'est ce que je vous disais, on les voit beaucoup représentés dans l'iconographie qui est produite au XIXe siècle. Voilà, donc très rapidement, juste pour vous présenter en un mot, merci, les 3 axes sur lesquels je voudrais réfléchir. En fait, c'est ce que je vous disais. Le Naïnar, il est médiateur, il est arbitre et il est juge. Et donc, en fait, c'est une fonction coloniale, mais qui renforce une position d'autorité sur les populations indiennes. Il y a ce double niveau. Et donc, je voulais partir de l'étude d'un cas de conflit. Il y a beaucoup, en fait, dans ces conflits entre castes ou ces conflits sociaux, on voit que des personnes ou des groupes, par concurrence professionnelle, sont accusés de piéger d'autres personnes. Et donc là, c'est l'histoire du chef tisserand de Pondichéry, Chelakuti, qui est condamné en 1700, j'ai fait une faute de frappe, en 1775, parce qu'il aurait séduit et subordonné Kani, qui est la femme d'un autre homme. Et donc, lui, il aurait été condamné à verser une très grosse amende, et du coup, sa maison a été vendue. Et Kani, elle, comme dans tous ces conflits, elle est condamnée à avoir la tête rasée, arrosée de bouse de vache, et montée sur un âne et chassée de la ville. Bon, Chelakuti fait appel
Et on voit dans les longs détails de la procédure qu'en fait, la première condamnation, et qui a été reprise par le juge de police, elle venait du Naïnar. Donc le premier à avoir prononcé cette condamnation et l'amende, c'était le Naïnar. Et donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que ces décisions, elles sont validées et exécutées par le juge de police français, et que sa décision d'autorité est légitimée. Et donc, il y a aussi pas énormément, mais plusieurs cas dans lesquels on le voit être envoyé pour négocier avec les groupes sociaux, les réunir chez lui. C'est le juge de police qui l'envoie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, où il est cité, du coup, dans les accords que passent ces personnes en conflit entre elles, comme garant de l'accord et comme celui qui a mené les négociations. Donc ces activités, si on essaye de reprendre un peu les éléments de la sociologie de Zimmel que tu as mentionné, Hélène, ces activités montrent qu'il est un médiateur dont l'autorité est renforcée par l'engagement dans la situation d'antagonisme. Et son autorité est renforcée, encore une fois, par le fait que la fonction d'encadrement qu'il assume devient une position administrative et surtout une position qui est légitimée par l'autorité supérieure, par le gouvernement. Et cette question de comment la position elle est légitimée, elle est validée, elle est reconnue par l'autorité supérieure, qui là est assumée par les Français, elle est cruciale à ce moment-là d'organisation sociale dans le sud de l'Inde, notamment, et ça c'est vraiment le travail que j'ai mené dans ma thèse de doctorat et dans les travaux que j'en ai tirés depuis, c'est vraiment l'autorité supérieure, en fait, elle distribue les signes de l'honneur et du prestige qui sont cruciaux et essentiels dans la société hiérarchisée de caste. Donc en fait, le Naïnar, on le trouve sur les listes, il fait partie du tout petit nombre d'Indiens qui sont autorisés à avoir dans leur cérémonie, je sais pas, des lances, des éléphants, des choses comme ça. Et ça, c'est crucial pour définir sa position dans la société de caste. Et au final, peut-être même la position d'intermédiaire colonial peut être utilisée pour être mise au service du groupe caste. Donc en gros, là, pareil, pour résumer, donc, l'iconographie que je vous ai mise ne concerne pas du tout ce conflit, mais elle vous montre le char indien. Donc c'est des énormes chars en bois sculpté sur lesquels on met la statue de la divinité qui incarne la divinité. C'est pas juste une iconographie, c'est la divinité qui est sur le char. Et donc une caste des tisserands demande l'autorisation de tirer ce char. Plus on est proche de la divinité, plus on en reçoit le bénéfice. Et une autre caste, qui est celle des palis et des cultivateurs, refusent. Alors ils sont en conflit, les tisserands font la cérémonie, les palis les attaquent avec des poignards, avec des bâtons, ils détruisent le char. Et en fait, ce conflit, il est intéressant. Donc ça, c'est au début du retour des Français, au début du 19e siècle. C'est un conflit qui s'étend entre 1816 et 1821. Il y a plein d'épisodes. Au final, les palis brûlent le village des tisserands. Et puis c'est mentionné un peu comme ça, puis il ne se passe pas grand-chose d'autre pour les palis. Et en fait, ce conflit est vraiment intéressant pour nous parce qu'on a plein de documents. Les différentes parties ont produit plein de requêtes, plein de textes qui ont été miraculeusement conservés. Et parmi les documents qu'on a conservés, il y en a un dans lequel les tisserands expliquent « mais c'est pas du tout possible. Après cette émeute, en fait, nous-mêmes, on s'est défendus. On a attrapé une partie des palis qui nous ont attaqués. Et il y avait le Naïnar qui était là avec ses pions qui surveillaient la scène et on lui a amené. Et il était là et il ricanait. Parce qu'en fait, le Naïnar lui-même est pali. Et il les a laissés partir. D'accord ? Et c'est sans doute un des éléments d'explication du fait qu'au final, en 1821, quand il brûle le village des tisserands et qu'il ne se passe rien, on comprend que cette position d'autorité, elle permet au Naïnar de légitimer le caractère indu des demandes des tisserands et de légitimer l'action des palis, etc. Dernier point, et je conclurai là-dessus, que j'aimerais beaucoup creuser, qui me semble... le petit 3, pardon, vraiment là on voit comment le Naïnar est un intermédiaire entre deux régimes policiers. C'est une mention en passage, parce que la plupart de ces activités on les voit pas dans les archives. D'accord ? Les Français enregistrent et archivent ce qui les intéresse, ce qu'ils définissent. Donc là en fait on voit au moment de la Révolution française, au moment de la fête de la Fédération. En août 1791, la municipalité de Pondichéry reçoit l'ordre de hisser le drapeau bleu-blanc-rouge. Et on voit que les officiers français sont vraiment
très hostile à cet ordre qui vient de France de saluer le drapeau. Et donc il y a toute une cérémonie et la municipalité ordonne de crier à haute voix « Vive la nation, vive le roi, vive la loi ». Les soldats français restent silencieux, tandis que les sipais, donc les soldats indiens, crient 3 fois « Vive la nation, vive le roi, vive la loi ». Bon, le drapeau est hissé. 1 an après, dans la nuit, le drapeau disparaît. Et donc, il y a une longue enquête pour savoir qui a volé le drapeau. Et en fait, là, le Naïnar explique son enquête et il dit « Ah, pendant que j'étais en train de pratiquer la divination pour retrouver les bijoux volés, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il savait qui avait volé le drapeau. » Et en fait, c'est vraiment au passage d'une phrase comme ça sur autre chose qu'on voit que le Naïnar, qui est quand même cet agent en chef de la police pour les Français, pratique une forme qui est extrêmement courante dans le sud de l'Inde, la divination pour retrouver des biens volés. Et les bijoux volés ou disparus ou perdus, vous vous rappelez, on a dit, c'est un moyen de thésaurisation. Donc les gens, les femmes, tout le monde, les hommes aussi. Vous le voyez sur l'image là, très connue d'Anandaranga Pillai. Tout le monde a des bijoux de partout, parce que c'est un moyen de conserver sa richesse. Il n'y a pas de coffre-fort. Et donc, il y a une grande activité pour retrouver les bijoux à travers la divination, et on voit qu'il l'amène. Et donc là, on voit qu'il est vraiment à cheval entre 2 registres policiers. Voilà, donc je m'arrêterai sur cette piste. Merci beaucoup, Julie. Voilà. Je pense que c'est à la fois c'était passionnant pour avoir un bon aperçu aussi de l'historiographie qui est quand même spécifique à l'Inde, mais qu'on va peut-être pouvoir confronter de cette manière-là à d'autres historiographies. Et puis pour toutes ces pistes qui restent encore ouvertes, c'est bien, ça nous laissera de la discussion pour les prochaines années. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y en a qui voudraient inaugurer la série des questions? Oui, Juliette. Tu l'as mentionné, tu as dit que tu n'avais pas le temps de développer, c'est bien avec la chauderie, mais du coup, je voudrais savoir si tu peux peut-être développer un peu là-dessus et expliquer dans quelle mesure cette institution aussi, comme l'institution policière dont tu as parlé, qui est une forme d'institution précoloniale, en même temps formalisée, réglementée par l'administration coloniale, dans quelle mesure est-ce que c'est aussi une forme de ressource du coup pour le Neymar? Ouais, c'est en fait les chauderies. C'est à l'origine, c'est des lieux d'accueil pour les voyageurs. Les sociétés d'Inde du Sud sont des sociétés extrêmement mobiles. Il y a beaucoup de circulation pour le commerce, des motifs familiaux, des pèlerinages, etc. Les chemins ne sont pas sûrs, ils sont gardés par différents pions des chefs armés, etc. Et il y a des riches personnages qui créent des chauderies, qui sont des bâtiments dans lesquels les gens peuvent s'arrêter, se reposer, et qui sont souvent associés au culte d'une divinité. Institution qui évolue, comme partout, fonction un petit peu multiple. Souvent, il y a un des servants qui peut avoir une fonction fiscale parce qu'à la chauderie sont attachés des dons de terre dont les revenus fiscaux permettent le bon fonctionnement et de financer l'activité de prêtre éventuellement. Et ça devient aussi un lieu parce qu'il n'y a pas de lieu de justice. Et donc, ça devient un lieu de règlement de litige. Quand les Français arrivent à Pondichéry, on n'a pas arrêté de le répéter, ils sont tout petits, il y a beaucoup de concurrence avec les autres compagnies européennes et surtout, ils sont extrêmement dépendants de leurs intermédiaires indiens. Et ils se trouvent dans des sociétés qui ont des systèmes donc, de crédit, de finance, d'organisation des échanges marchands extrêmement développés. Pourquoi aussi la Compagnie des Indes vient s'installer là? Mais parce que les échanges, notamment avec le reste du sous-continent indien et l'Asie de l'Est, sont extrêmement développés depuis la période médiévale. Et l'enjeu, c'est de continuer à laisser ces activités avoir lieu tout en s'insérant dedans. Et donc, il n'est sûrement pas question de bouleverser les règles du commerce et des transactions. D'une manière générale, dans tous les empires coloniaux, on observe le même phénomène de respect du droit civil, d'imposition du droit pénal, et progressivement d'un droit administratif. Mais le droit civil, donc, qui concerne pour beaucoup les transactions commerciales et mariage, héritage, c'est respecté partout.
Et donc la chauderie, ça devient le lieu, sous l'autorité du juge de police français, où les questions de transactions et les questions liées aux héritages, au mariage, à toutes les adoptions de neveux, ou de pas neveux d'ailleurs, sont traitées. Et donc le Naïnar, la fonction qu'il a, c'est de aller chercher avec des pions les personnes qui sont citées, les faire comparaître, les amener lorsqu'elles doivent être emprisonnées. Voilà, une fonction de policier. Et sont créées des prisons. Qui sont des prisons séparées, avec des espaces séparés pour Européens et pour Indiens. Et donc, c'est lui qui a la charge en gros, de garder et d'organiser la prison de la Chauderie. S'il vous plaît, une question sur justement à propos d'Européens et puis d'Indiens. Comment ça se passe quand il y a un conflit qui est pas entre Indiens, mais entre un Indien et un Européen? Quelle est la position? Parce que j'imagine que ça doit être assez ambigu comme position à l'égard du colonisateur. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des exemples dans les textes qui vous ont marqué? Oui, alors c'est les conflits entre Européens et Indiens sont portés devant le Conseil supérieur. Mais si je veux juste reprendre mon histoire de vol du drapeau là. Donc en gros, le Naïnar rapporte que une femme aurait entendu son amant, un officier militaire français, dire que c'était lui qui l'avait volé, qu'il l'avait caché sous son lit. Ce qui, quand on voit le refus de reconnaissance du drapeau de la part des officiers, quand on voit qu'un de ces officiers, au moment de la découverte du vol, s'est enfui de Pondichéry, ne paraît pas improbable. D'accord. Donc la manière dont est traitée et reçue cette information, elle est portée à la connaissance du Conseil supérieur, qui organise un procès criminel pour fausse accusation. Le Naïnar, cette femme, l'oncle du Naïnar qui était aussi impliqué dans l'affaire, sont tous les trois mis en prison. Comme c'est des intermédiaires indispensables, on ne les laisse pas en prison, on les laisse sortir, mais en payant une amende colossale. Et d'ailleurs, justement, le Naïnar dit « Ah, il faut que je trouve de quoi réunir cette somme pour la verser ». Donc c'est pour ça que je demandais aussi « Ok, comment est-ce qu'on mobilise un important volume monétaire très rapidement? Qu'est-ce qu'on peut faire fondre? Dans quel délai, etc. » Et voilà, et le dossier, il fait 150 pages et il est mené à charge contre le Naïnar. Donc d'une manière générale, on est dans une situation coloniale, donc avec des rapports qui sont extrêmement inégalitaires, de domination extrêmement brutale et violente. Nanyapa meurt en prison pour vraiment des élucubrations. Donc il y a de toute manière une parole qui va être davantage reçue de la part des Français et les différentes tentatives de la part des élites indiennes pour sécuriser leur position face à ces situations de très grande violence et de très grande incertitude. On est dans des situations coloniales avec vraiment une extrême brutalité physique vis-à-vis des Indiens qui n'appartiennent pas aux élites. On l'a vu dans la citation de Juliette tout à l'heure, la manière dont Dupleix parle à Ananda Rangapillai en permanence. Alors même que Ananda Rangapillai se met en scène comme le courtier de prédilection légale de Dupleix. S'il retranscrit dans son mémoire que Dupleix lui parle comme ça, je ne sais pas comment il lui parlait en réalité. Vous voyez, donc on est dans ce rapport de violence permanent. Oui, une petite question pour qu'on puisse passer à Édouard. Deux petites remarques, mais très vite. La première, vous évoquez le Naïnar qui est chef des Indiens à Pondichéry. Alors, c'est peut-être pas lui, mais ça serait peut-être un autre. Mais c'est une pratique qui existait notamment dans la VOC avec la notion de capitaine des Chinois et qu'on retrouve ensuite en France avec les congrégations chinoises. On retrouve dans la Compagnie des Indes françaises, puis ensuite après en Indochine française. Ah, en Indochine française, je ne connaissais pas, je serais intéressée par... Mais en tout cas, dans le cas des établissements de commerce européens en Inde, dans le sous-continent indien, il n'y a pas d'autre utilisation de cette titulature. D'accord, parce qu'en fait, les chefs des Indes, chefs des Chinois ou chefs des congrégations en fonction de leur origine géodialectale, c'est très clairement identifié comme tel. Ah, super. Et ça marche. Et d'ailleurs, dans le 13e arrondissement, la police du 13e travaillait avec
je le note. en fonction de leur origine géographique. Donc ça, c'est un Merci. héritage post-colonial. Mm. Deuxième chose, vous évoquez les familles d'intermédiaires qui finalement vont se structurer au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté français, d'ailleurs, c'est la même chose. On a des familles d'empire, avec des cultures d'empire qui se construisent, et notamment quand on évoque un premier, un deuxième empire colonial, moi je n'ai jamais cru. Je pense qu'un empire, c'est quand il est fort, il se dilate, et quand il est plus faible, il se contracte, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. De toute façon, il n'y a jamais eu de décolonisation, sauf en Haïti, pour l'empire français. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des familles qui étaient dans les Mascareignes et en Inde, et à Pondichéry en particulier, au XVIIIe siècle. Je pense à la famille de Bélier, il y en a plein comme ça, qu'on retrouve ensuite en Indochine. Et en fait, il y a des carrières, je dirais, asiatiques, qui sont en fait des héritages de cultures d'empire et qui en font des intermédiaires pour la France aussi, de l'autre côté. Ça, c'était et puis alors, dernière remarque, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel. Finalement, ce que vous évoquez sur le droit, la façon dont c'est géré, l'habitude de laisser le droit, ça donnera ce qu'on appelle entre guillemets l'indigénat. L'indigénat, on en reparlera. Et surtout, c'est la pratique de l'extraterritorialité qui se met en place avant qu'elle ne soit structurée juridiquement. Mais c'est exactement le même principe qu'on retrouve dans les concessions ensuite en Chine, ou par exemple pour les Japonais encore. Merci beaucoup pour la question des itinéraires des familles sur les trajets en Indochine. Ça a été étudié pour les Indiens par Natacha Perrodo. C'est fascinant. Et moi, j'ai essayé de montrer comment, en fait, pour les familles qui venaient des Mascareignes, l'Inde, c'était un peu la punition. Et avant, on espérait aller plutôt du côté des Antilles. Et donc, ces circulations impériales, c'est vraiment un aspect absolument fascinant. Sur les questions de l'indigénat et de l'extraterritorialité, je ne partage pas complètement. Mais du coup, je pense qu'on peut en discuter tout de suite après. Merci beaucoup. Merci encore, Julie.